Bienvenue à la seconde partie de cette leçon portant sur les facteurs responsables des désordres ou maladies abiotiques. Dans la première partie, nous avons abordé les facteurs climatiques et radiatifs. Dans cette seconde partie, selon le plan de la leçon, nous parlerons en 3 des facteurs édaphiques et trophiques et en 4 des facteurs atmosphériques et bien sûr autres polluants. Le sol intervenant à la fois comme substrat de croissance et source d'aliments influence les végétaux par nombre de propriétés, notamment par sa structure et sa texture ainsi que sa disponibilité en éléments fertilisants ou toxiques. Ainsi, en fonction de la structure d'un sol, certaines plantes seront plus adaptées que d'autres, sans toutefois exclure la possibilité de leur culture moyennant des mesures complémentaires. Par exemple, dans les sols argileux retenant souvent trop d'eau, on pourra notamment observer une mauvaise levée des petites graines et des rixes, d'asphyxie et de pourriture. Toute plante aura besoin des éléments nutritifs pour son bon fonctionnement, mais à des quantités différentes. Ainsi, certains éléments dits majeurs seront retrouvés en quantité importante chez les plantes, notamment l'azote, le phosphore, le potassium. D'autres seront dits mineurs ou oligo-éléments, comme le fer, le zinc, le bore, compte tenu des faibles quantités dans la plante. Ainsi, des écarts de ces solutés par rapport à l'optimum se traduiront par une malnutrition pouvant être soit une déficience ou une carence, soit un excès ou une toxicité, soit un déséquilibre avec comme conséquence des anomalies de croissance et une sensibilité accrue aux agents biotiques. En cas de stress salin, les effets de la sécheresse seront plus accentués par la limitation de la nutrition hydro-minérale. Le stress salin, en effet, est la concentration excessive en sel dans le milieu de culture, principalement en ions Na+, Cl-, mais pas exclusivement. Il est par conséquent plus complexe que le stress hydrique, car outre son effet physique, il y a une toxicité ionique et des interactions nutritionnelles. L'effet de ce stress salin sur le phénotype de la plante sera ainsi une réduction de la croissance des organes de la plante, notamment des feuilles et des racines. Concernant les carences nutritionnelles, on peut distinguer la carence vraie, liée à une insuffisance dans le sol, à une carence induite, liée à la mobilité de l'élément minéral compte tenu des antagonismes par excès relatif d'un élément par rapport à un autre, même si ce dernier présente des concentrations correctes. En cas de carence d'éléments majeurs comme l'azote, un des nutriments de base de la plante, on pourra observer plusieurs anomalies. En cas de carence d'éléments majeurs comme l'azote, un des nutriments de base de la plante, on pourra observer plusieurs anomalies comme une chlorose liée à la dégradation des chlorophylles, ainsi qu'une réduction du tallage chez les céréales. Sur cette photo, nous observons un jaunissement des plantes liées à une carence en azote. Un autre exemple de carence, celle du calcium. Il est important de préciser que le calcium est un des constituants des parois des cellules végétales et joue un rôle important dans le transport des glucides. Cependant, il existe un équilibre entre le calcium, le magnésium, le potassium et le bore. Dans ce cas, une carence peut être induite ou une carence vraie. Ainsi, en cas de carence en calcium, on pourra observer plusieurs anomalies, notamment des chloroses et des nécroses. Comme cette image, l'on observe des nécroses apicales des feuilles de tomates. Pour illustrer la toxicité ou l'excès de nutriments, prenons l'exemple d'un excès de zinc, un oligo-élément essentiel. Le zinc et le manganèse sont des antagonistes. De ce fait, un excès de zinc inhibera les enzymes ayant le manganèse comme cofacteur. En outre, cet excès d'ion zinc induira une carence en fer. Nous observerons une réduction de la croissance radiculaire et du développement foliaire ainsi qu'une chlorose. Outre les facteurs édaphiques et nutritionnels, d'autres anomalies chez les plantes peuvent être provoquées par des polluants en majorité liés à l'action de l'homme. Ainsi, les gaz, les fumées et les poussières pourront induire une modification chimique de la composition de l'air. Plusieurs polluants sont connus, notamment ceux provenant des hydrocarbures, des composés chlorés ainsi que des poussières de métaux lourds. Les principaux symptômes observés sur les plantes sont une toxicité, une réduction du limbe foliaire, une chlorose ainsi qu'une nécrose et un dessèchement des tissus. D'autres pollutions peuvent être dues aux molécules organiques, aux sels des eaux d'irrigation ainsi que d'autres mauvaises pratiques culturales. Parmi ces dernières, nous avons une utilisation inadéquate des engrais et des produits phytosanitaires. Que peut-on retenir de cette leçon portant sur les facteurs responsables des maladies abiotiques? Nous dirons que les plantes peuvent souffrir d'anomalies non parasitaires pouvant être liées à la texture du sol ou à un désordre nutritionnel, soit par carence vraie ou induite, soit par excès d'un ou de plusieurs éléments minéraux.
En outre, des polluants dus à des facteurs anthropiques peuvent également altérer le bon fonctionnement des plantes. Comme nous l'avons si bien observé, les symptômes ne sont pas spécifiques à ces facteurs-là. Dans la suite de notre MOOC, nous parlerons des facteurs biotiques responsables des maladies chez les plantes. Merci de votre attention.